Bonjour chers téléspectateurs de Mandé TV. Bienvenue sur notre boulevard des écrivains, Café littéraire. Et nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir sur notre plateau M. Mahamadou Bouaré. Mahamadou Bouaré, qui est né au milieu des années 90, tout jeune là, à Bako-Djikoroné en commune 5. Et il est maître principal de l'enseignement fondamental dans les Caps de Djema. Oui. Après l'obtention du DF, diplôme d'études fondamentales, à la Medresa Darul Kouranarwal, a dit, si on écorche quelque peu le mot arabe, il fut orienté au lycée international de la Wami à Amdalaï. Oui. Et il prend goût à la philosophie après son admission au bac en série sciences sociales. Il obtient une licence en philosophie générale. Donc, derrière philosophie et diplôme des instituts de formation de maîtres, il aime la lecture, ce n'est pas étonnant, le sport et la musique, parce qu'il est écrivain. Et quand on écrit, on aime lire. Alors, Monsieur Bouaré, est-ce que vous pouvez nous parler succinctement de votre parcours d'écrivain, de votre parcours qui vous a permis à devenir écrivain, de tout ce passé entre école coranique et puis école française? Parlez-nous un peu de vous-même. D'accord, merci d'avoir, professeur Dianko. Merci. Je tiens d'abord à saluer les téléspectateurs et les téléspectatrices. Et ce qui m'a permis d'emprunter les chemins entre guillemets d'écrivain. Je ne sais pas si je suis encore confirmé ou pas, mais c'est à travers un professeur qui m'a beaucoup marqué au lycée. Voilà. Comme moi j'ai fait une école franco-arabe, voilà, et au niveau fondamental, j'ai décroché mon DF en arabe. Donc après j'ai été orienté dans un lycée classique. Voilà, donc j'ai essayé, voilà, de chercher un transfert pour aller dans un lycée où on apprend l'arabe. Mais malheureusement, je n'ai pas trouvé un moyen pour faire ces transferts-là. Et donc le directeur du lycée vraiment nous a donné tous les moyens pour apprendre. Donc là, il y a un professeur, le professeur Omar Kone, qui m'a beaucoup marqué. Et donc c'est lui qui nous a invités à lire toujours. Donc, à force de lire, j'ai commencé ma lecture par Maître Amadou Hampâté-Bâ. À force de lire, donc je me suis dit, ah, est-ce que je me vais essayer? Et voilà, donc, de devenir Amadou Hampâté-Bâ, voilà, de faire comme Amadou Hampâté-Bâ. Et donc, vous dites, vous demandez si vous êtes confirmé, mais bien sûr que vous êtes confirmé, parce que Mahamadou Bouaré, oui, vous êtes auteur de ce livre-là, oui, Ntabla, oui, ou Aimer jusqu'à la haine, oui, qui est un roman. D'accord. Alors, pouvez-vous nous parler rapidement, brièvement, oui, de ce livre-là? D'accord. Ntabla ou Aimer jusqu'à la haine. Donc, Ntabla, c'est le nom du personnage principal. Donc, ce nom, ça a une anecdote, ça fait allusion au caractère récalcitrant et son acharnement et à vouloir obtenir à tout prix. Je veux parler du personnage principal. Voilà. Ntabla, ça veut dire en bamanakan, je ne lâche pas. Donc, aimer jusqu'à la haine, nous avons d'un côté aimer, nous avons de l'autre côté et la haine. Donc, l'amour et la haine relèvent tous les deux du domaine du cœur. Donc, je crois qu'ils ne sont pas contraires. Donc, parce qu'ils vivent tous les deux, si je peux me permettre de dire comme ça, dans le cœur. Voilà. Donc, je me demande si toutefois il y a une frontière entre les deux. Ah, mais bien sûr quand même que la haine est tout à fait le contraire, sinon même l'antidote, si on peut parler comme ça, de l'amour. Parce que c'est une contradiction très forte. N'est-ce pas? Parce que quand généralement on part vers quelqu'un avec l'amour, si cet amour se solde avec une mauvaise conclusion, est-ce qu'il n'y a pas un risque de tomber en reculant dans la haine? Oui, ben,
C'est cette question qui est posée là. Le mieux, ce serait que la haine se transforme un jour en amour. Oui, on l'espère. Et donc, votre livre Ntabla en Bambara, je ne lâcherai pas, Oui. s'ouvre par une très mauvaise nouvelle. Oui. Une très mauvaise nouvelle, c'est-à-dire une annonce de mort. Oui. Alors, pourquoi vous ouvrez tristement votre premier livre sur une annonce de mort? Zeyna. Oui. Effectivement, parce que c'est une histoire qui devrait plutôt se terminer en beauté, mais malheureusement, et ça va mal se passer à la fin. Donc, voilà pourquoi, à la fin de l'histoire, le personnage principal va annoncer sa mort parce qu'il va rencontrer des difficultés qui vont lui coûter la vie. Donc, voilà pourquoi l'histoire est annoncée par sa mort. C'est lui-même qui l'a dit voilà, parce que l'histoire est plutôt écrite à la première personne. Oui. Voilà. C'est une table à lui-même qui est le narrateur. Plus ou moins, donc, autobiographique. D'ici l'hivernage prochain, je vais mourir. Oui. C'est ce qu'a dit le médecin. Lui, il ignore la cause de la maladie, mais moi, si. Il faut encore endurer 3 mois avant les premières gouttes de pluie, et cela me semble trop long, car j'en ai déjà assez de vivre. Quand le téléspectateur va nous entendre, il va penser à quelle maladie? Bon, pour découvrir cette maladie, il faut parcourir les livres. Bien sûr, bien sûr. Donc, nous invitons nos téléspectateurs à découvrir ce livre. Et déjà, nous mettons la charge avant les bœufs à Innov Édition. Oui. Vous avez des lieux. Kanobougou. Oui, Kanobougou. Kanobougou. Oui. Et est-ce que c'est un lieu qui a non, précisément existé? Non, ça n'a jamais. Est-ce une anagramme? Kanobougou, nous avons 2 mots. Kanou qui veut dire amour, Bougou qui veut dire village, donc village de l'amour. Donc qui est le contraire de la haine, tout à fait. D'accord. Qui est le titre que vous avez donné, le sous-titre que vous avez donné à votre livre. Exactement. C'est votre premier roman? Oui. Comment l'avez-vous écrit? Bon, d'abord, c'est une histoire qui m'a été contée par un ami. Voilà, donc à la fin, je me suis dit que cette histoire mérite d'être écrite. Mais au cours de la rédaction, l'histoire a pris une autre tournure à travers mon imagination. Voilà. J'ai pris un peu de liberté quand même en écrivant et j'ai donné les noms fictifs et les villages aussi fictifs. Vous n'avez pas pris un peu de liberté, vous avez pris beaucoup de liberté, même souvent même beaucoup d'audace. Parce que vos titres, vos sous-titres, vos expressions tirées de la langue bamanankan, donc c'est beaucoup de liberté que l'artiste que vous êtes confirmé, on vous confirme. D'accord, merci. Faites. Mais pourquoi ces emprunts, pourquoi ce recours à la langue bamanankan? Est-ce dû à votre passage un peu entre la médersa, le milieu de vie et l'école classique? Nous entendons par l'école classique l'école française. Exactement, oui. Bon, les recours aux notions bamanankan, voilà, parce que j'appelle comme ça, ce sont des mots vraiment qui renvoient à des véritables enseignements, tels que je parle de Maya, je parle de Tchefini Saba, je parle de Fadento, voilà, etc., etc. Tous ces mots-là constituent des véritables notions chez nous au Mali. Donc, quand même, pour laisser la force aux mots, donc je préfère
les employer ainsi, comme en Bamanankan. Après, j'essaie de les traduire, même si l'autre expression disait que traduire, c'est trahir. Donc, pour ne pas prendre trop de risques, j'essaie les mots avec leur force. Voilà pourquoi je les utilise. Voilà. Mais ils sont expliqués quand même en bas des pages. C'est très beau ce que vous dites là. Oui. Donner de la force aux mots. Oui. Et vous avez dit, il faut vraiment rendre le sens précis. Oui. Parce que, est-ce que vous avez eu l'impression que il y a souvent des locutions intraduisibles d'une langue à une autre? Ces locutions qui ne peuvent pas rendre. Par exemple, si nous prenons l'exemple sur le cas de Sinanguya. Bon, oui. Quand on traduit Sinanguya, certains disent le cousinage à plaisanterie. Mais, c'est-à-dire que quand on le dit comme ça, je sens que c'est un peu affaibli. Voilà. L'expression ne rend pas ce qu'il faut, parce que quand un Bamana ou encore un Malien entend Sinanguya, c'est toute une notion qui est là, c'est toute une histoire qui est là, ça renvoie à beaucoup de choses. Mais quand un étranger entend cousinage à plaisanterie, c'est-à-dire c'est encore un peu réduit. Ah oui, donc c'est mon avis. Vous voulez dire c'est un trait de culture ancré dans notre société depuis la nuit des temps. Exactement. Zeina, revenons à Zeina. Oui. Zeina est une enfant, oui, mais qui donne naissance à un enfant. C'est plutôt sa maman. Sa maman, c'est Maman Soukouma. C'est plutôt sa maman. Oui. Oui. Quand une enfant donne naissance à un ou une enfant. Bon, je ne sais pas trop. C'est-à-dire l'histoire même, oui, c'est une femme à Kanobougou. Voilà, l'histoire s'est passée à Kanobougou. Voilà, les personnages sont aussi fictifs. Voilà, donc c'est une femme généreuse dans les villages de Kanobougou. Donc chez qui les enfants viennent. Donc les enfants viennent s'amuser chez elle parce qu'elle est gentille, elle est généreuse. Quand elle va au marché, elle vient toujours avec des friandises pour offrir aux enfants. Donc dans cette joie de vivre, elle va donner naissance à une fille qui va prendre le nom de Zeina. Oui. Donc Zeina sera maintenant... Le fruit, oui, de cette générosité-là. Exactement, oui. Donc, et vous avez parlé, oui, c'est ça, d'un personnage, Namakoro qui est le père de Ntabla. Oui. Et conseil de père de Ntabla et de Namakoro. Vous avez parlé de Tchefini Saba, oui, ou les vêtements d'homme. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, c'est toujours dans le cadre de la culture bamana. La culture malienne en général, elle est très riche, surtout chez les Bamana. Tchefini Saba ou encore les 3 vêtements d'homme, c'est une notion qui est enseignée aux jeunes garçons lors de l'initiation à la vie d'homme chez les Bamana. Voilà, les garçons sont appelés chez les Bamana Blakoro, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore libres et qui ne sont pas encore aussi initiés. Maintenant, Tchefini Saba, ça fait allusion à la chéchia et à la chemise et au pantalon. La chéchia, qu'on appelle en Bamanankan, Banfula. Banfula vient de 2 mots. Nous avons d'un côté ban, qui veut dire refuser, fou, qui veut dire gratuit. Donc Banfula, ça veut dire refuser la gratuité. Donc quand on porte les chapeaux chez les Bamana, ça veut dire qu'on refuse tout ce qui est gratuit. Donc c'est des habits qui sont les symboles, oui, de l'initiation progressive du jeune garçon. Du jeune garçon. Oui, parce que comme disait Amadou Ampateba, ici, chez nous, en Afrique, rien n'est simple divertissement. Tout est apprentissage, tout est symbole, tout est enseignement. Tout peut être utile, aussi futile, oui, soit-il. Soit-il, oui. Il y a une leçon à apprendre. Il y a aussi maintenant les doloki, donc qui est la chemise. Doloki, qui veut dire gloi là. Doloki, comme les 2 épaules portent la chemise, donc un homme aussi est appelé à se prendre en charge. Sur la chemise aussi, nous avons la poche qui veut dire en Bamanankan doufa. Doufa, nous avons 2 mots aussi, dou qui veut dire la famille, fa qui veut dire rassasier. Donc doufa, c'est-à-dire subvenir aux besoins
de la famille. Mais quand on parle de la famille chez les Bamana, on dit faso. Ça ne veut pas simplement dire la maison, la petite maison de ta famille, et de ton père, mais on fait allusion à la patrie. Donc un jeune homme est aussi appelé à se sacrifier pour la patrie. Nous faisons maintenant au pantalon. Le pantalon veut dire Kouloussi en Bamanaka. Donc Kouloussi, on entend un peu Kolossi. C'est-à-dire, un homme doit toujours essayer d'avoir la maîtrise de soi. Et être prudent. Être prudent. Voilà, donc être toujours sur le qui-vive. Voilà, donc pour ne pas s'exposer devant les fadins. Voilà, exposer son entourage. Voilà, pour ne pas exposer son entourage, sa famille, sa patrie. Parce que partout où on va, on représente sa famille d'abord, après la patrie. Bon, comme il faut aussi maîtriser sa passion. Monsieur Boiré, vous hésitiez tout à l'heure, mais nous vous confirmons écrivain. Et ça nous rappelle tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui. Un grand écrivain, oui. Amadou Kourouma. Oui. Donc Amadou Kourouma qui, en quelque sorte, tord le cou souvent à la langue française. Oui. Les soleils des indépendances, oui. indépendance outlée. Oui. Et vous avez construit toute votre histoire comme ça. Oui. Et donc, vous êtes vraiment un écrivain confirmé. D'accord, merci. Et vous avez construit des personnages. Oui. Des personnages souvent tirés de la réalité, de tout autour de nous, mais construits par votre propre imaginaire. Oui. Bafi, oui. c'est un camarade, mais le personnage le plus, entre guillemets, répugnant, Lagaré. Lagaré, à la page 40. Et vous vous souvenez de cette histoire de Lagaré? Exactement. Alors, parlez-nous de ce personnage-là, comment l'avez-vous construit? Voilà, le cas de Lagaré, c'est une histoire réelle que j'ai vue. Ce jour-là, moi-même, j'y étais. Comme on s'est bien étalé dans les livres, Lagaré, il est venu comme ça. Nous étions assis auprès du boutiquier en train de prendre du thé. C'était un jeune homme géant, voilà, beau, voilà, costaud, voilà. Mais il était mal habillé, il était habillé en haillons. Donc après, il a essayé de demander de l'aide pour qu'on lui donne de l'argent. Il va acheter une lame pour couper ses ongles, alors que ce n'était pas pour couper ses ongles, c'était pour avoir de la cigarette. Donc il était tombé dans la tyrannie des excitants. Alors que Lagaré, les parents de Lagaré étaient très riches, ils avaient tout pour lui donner une bonne éducation. Mais eux, c'était des hommes d'affaires, ils n'avaient pas, entre guillemets, assez de temps, voilà, donc pour leurs enfants. Donc ils l'ont quand même inscrit dans des grandes écoles, voilà, dans une école privée très chère. Voilà, en même temps aussi, il y avait des encadreurs qui venaient à la maison. Mais il y a d'un côté l'instruction, mais qui se retrouve aussi dans l'éducation saine. Ça ne peut pas remplacer le rôle parental. Voilà. Mais les parents ont oublié leur rôle à jouer. C'est vrai, quand on confie son enfant à un enseignant, l'enseignant aussi est appelé à lui donner des comportements, à veiller sur ça. Mais les parents aussi ont leur rôle. Voilà. Donc Lagaré est ainsi livré à lui-même. Donc il faisait tout ce qu'il veut. Maintenant aussi, il y a d'un autre côté la mauvaise compagnie, parce qu'après son admission, ses parents lui ont donné tout. Voilà, il avait accès à tout. Voilà, donc il va rencontrer les membres de l'AM, c'est-à-dire l'association des élèves et étudiants du Mali. Voilà, donc cette association a une mauvaise réputation au Mali. Voilà. La violence. À travers la violence, voilà, donc la toxicomanie, voilà, et le milieu scolaire vraiment est anéanti par cette association. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bon là-dedans, mais si 97% de quelque chose est mauvais, donc on le qualifie de mauvais. Voilà. Donc là, vous interpellez et la société et l'école. Et l'école. Parce que l'image de Lagaré, ça nous amène à poser une question. Là où les parents échouent, les enseignants peuvent-ils réussir? Très difficile. Très difficile, parce que l'éducation commence d'abord dans la famille. Après la famille, nous venons à l'école, la rue, l'école, les trois vont ensemble. Voilà. Il faut avoir aussi des bons voisins. Oui.
La rue, vous avez parlé de la rue, donc les parents, Oui. l'école, Oui. mais la société. Donc, Oui, la société. c'est une courroie de transmission. Oui. C'est-à-dire que c'est entre la famille et l'école qu'on a les mauvaises fréquentations. Oui. Bon, il y a aussi une mauvaise tendance qui est là aujourd'hui. Les parents commencent à individualiser l'éducation. On entend ici et là, c'est mon enfant, est-ce que son éducation te regarde? Dans la rue, on ne peut plus corriger un enfant. Quand on voit un enfant en train de trébucher dans la rue, donc difficile d'intervenir au risque de se faire interpeller par les parents. Alors qu'un enfant, Dieu le donne d'abord à deux personnes, mais l'enfant est là pour la société, selon quand même la tradition bamana, selon la tradition malienne. Il faut l'implication de tout le monde pour qu'un enfant puisse réussir. À un certain moment, les parents seuls ne peuvent pas s'occuper de l'enfant, ni l'école seule, ni les parents seuls, quels que soient les moyens. Ça devient l'implication de la société. Ça devient une problématique, Oui. sinon même un problème. Il y a un prêtre Oui. qui m'a dit une fois, Monsieur Django, Oui. les parents nous envoient leurs enfants Oui. pour qu'on s'occupe d'eux. Et donc, ils n'ont pas certes eux-mêmes eu le temps ni les moyens de s'occuper de leurs enfants, d'éduquer leurs enfants, Oui. mais quand ils nous les envoient, ils voudraient bien qu'on s'occupe de leurs enfants et qu'on les éduque. Oui. À leur place. À leur place. Oui. Ça devient problématique. Exactement. Parce que, on reviendra là-dessus, on va se répéter, donc finalement, la famille, Oui. A démissionné. D'abord. Oui, La famille d'abord. a échoué. Oui. Mais à travers le personnage de Lagaré aussi, je voudrais montrer aussi l'amour négatif des parents à l'égard des enfants. Parce que ça a aussi un rapport avec le titre « Aimer jusqu'à la haine ». Quand on aime un enfant, on lui donne une bonne éducation. Mais si cet amour nous empêche, voilà, donc de lui donner son droit, le droit fondamental, en ce moment, cet amour, moi je l'appelle l'amour négatif. Donc vous avez aimé cet enfant jusqu'à la haine. Ah ouais. C'est connu d'ailleurs, qui aime bien, châtie bien. Et ce passage sur le DF, l'école, le diplôme d'études fondamentales, vous faites une large part à cette déception des diplômes, oui. qui est un sujet vraiment d'actualité. Exactement. Alors, est-ce que vous avez une idée, oui. une proposition, oui. pour que l'on ne tombe plus dans la déception des diplômes? En tant qu'enseignant, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Oui. Et j'avais même essayé d'écrire d'abord. Mon premier manuscrit, c'était sur l'éducation, mais je me suis dit qu'il me faut encore de l'expérience, du temps pour écrire sur ce thème, tellement que ça me tient à cœur. Il ne faut pas s'hasarder. Je veux dire par là que notre système éducatif vraiment est à revoir, parce que j'ai l'impression que nous sommes là seulement à apprendre aux enfants à lire et non le savoir-faire. Le savoir-faire n'est pas là dans notre système éducatif. Voilà. Donc normalement, après combien d'années d'études, pour avoir la licence, aujourd'hui il faut 15 ans. Donc après toutes ces années, quand on demande au jeune homme, il faut laisser ton diplôme à côté. Qu'est-ce que vous savez faire? C'est très difficile. Voilà, c'est très difficile pour les jeunes de s'insérer après les études dans le marché de l'emploi. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Pour moi, c'est mon idée à moi. Je ne dirais pas qu'elle est la meilleure, mais quand même, je pense que c'est une proposition qui est là. Tout d'abord, au niveau de la 3e année, il ne faut laisser aucun enfant passer de la 3e année en 4e année sans savoir lire et écrire correctement. Après la 4e année, il faut commencer à insérer les métiers possibles dans notre société. Voilà, la menuiserie, la couture, voilà, la maçonnerie, etc. Le matin, on fait la théorie, le soir, on fait la pratique. Et cette méthode, c'est-à-dire le soir, ils vont dans les centres d'apprentissage des métiers. À partir de la 4e année. Ça, c'est ma proposition. Donc, déjà, en 9e année, après 9 ans dans ce système-là, à la fin de la 9e année, l'élève serait capable
de s'insérer dans la société, dans le marché de l'emploi. Donc maintenant, parce que nous sommes dans un pays pauvre, les parents n'ont pas assez de temps d'attendre les enfants à faire des longues études. Voilà. Maintenant, ceux qui, après le DEF, veulent continuer, maintenant, sont libres à continuer. Mais pour moi, quand même, il faut d'abord apprendre les jeunes à faire quelque chose, à pratiquer les métiers. Nous sommes trop dans la théorie. Voilà. Donc, il faut adapter l'école à la vie. À la vie. Lier l'école à la vie. À la vie. Ça, c'est un de deux aussi, la langue d'apprentissage. Oui. Ouais, là, quand même, je propose le Bamanankan. Donc, vous voulez ressusciter, réhabiliter la pédagogie convergente. Oui, parce que ce que moi je propose ici, parce qu'il ne faut pas faire à moitié. Et donc, de la première année jusqu'à jusqu'en licence. Maintenant, à partir de la 7e année, comme on le fait maintenant, on insère l'anglais. En terminale et au niveau du lycée, on insère le français. Mais toujours, il y a l'apprentissage du métier qui est prioritaire. Vous avez tout à fait raison, parce que les méthodes convergentes ont donné leurs bons résultats à partir de ces goûts. Donc, votre livre est construit même autour de 29 titres. Et il y a... il y a une expression quand même que nous pouvons qualifier de blasphématoire. N'est-ce pas? Vous avez donné un titre comme ça, l'injustice de Dieu. Oui. Voilà, l'injustice de Dieu, c'est... Et vous qui avez reçu une formation arabophone. Oui, d'accord, mais quand même, après j'ai pris goût à la philosophie. Voilà, donc, ici, ce titre, c'est juste une ironie qui est là. Voilà, moi, je trouve que Dieu est juste. Les personnages qui le dit, c'est lui qui pense comme ça. Il pense que Dieu est injuste. D'ailleurs, il n'est pas le seul. Beaucoup de gens dans la société pensent comme ça, en se comparant aux autres. Alors, c'est quand on regarde la vie elle-même, personne n'a fourni d'efforts pour venir dans la vie. La vie, c'est une grâce. Tu es venu comme ça. Et puis, surtout quand on a la santé. Allez-y faire un tour dans les hôpitaux, vous allez comprendre à quel point vous êtes riche. Mais l'autre là, lui, il n'arrivait pas à concevoir d'enfants. Donc, alors que lui, il est riche, mais les autres dans la société qui n'ont pas assez de moyens. Donc, c'est quand le malheur leur arrive qu'ils pensent maintenant à l'injustice de Dieu. À l'injustice de Dieu. Alors que Dieu n'est pas injuste. Et même déjà... Il a donné quelque chose à tout le monde. Et personne n'est satisfait dans ce monde. Et l'exemple le plus souvent est là, par exemple, aux examens. Quand l'enfant échoue à l'examen, on dit « Ah, Dieu n'a pas voulu ». Mais quand il réussit son examen, c'est la fête qu'on organise. Exactement. Et quelque peu, on a oublié Dieu. Bon, si on s'abuse. Alors, Monsieur Boiré... Mon ami dit Bafin, fuir n'est pas la solution. D'ailleurs, on peut fuir tout le monde sauf soi-même, la conscience. Les prêcheurs disent que Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Donc, votre livre est quand même le livre d'un écrivain confirmé, consommé, et donc il est aux éditions Innove. Innove Édition sur les librairies de la place ici à Bamako. Donc, Monsieur Boiré, nous vous remercions d'avoir accepté notre promenade sur le boulevard des écrivains qui est notre café littéraire. Chers téléspectateurs, c'est un réel plaisir pour moi. Merci. Chers téléspectateurs de Mandé TV, ainsi prend fin notre café littéraire boulevard des écrivains d'aujourd'hui à propos du livre Tabla ou Aimer jusqu'à la haine de Mahamadou Boiré. Merci.